Quelque chose a changé. Le 29 octobre 2025, alors que le visiteur interstellaire connu sous le nom de 3A Atlas atteignait son point le plus proche de notre Soleil, il a fait quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui a laissé les astronomes chercher désespérément des explications. Et ce qu'ils découvrent maintenant pousse certains scientifiques à se poser des questions qu'ils n'auraient jamais pensé devoir se poser. Ce n'est pas une question d'une autre comète passant par notre système solaire. Il s'agit d'un objet qui a voyagé pendant des milliards d'années dans l'obscurité entre les étoiles. Un objet qui ne devrait pas se comporter de la manière dont il se comporte. Et plus nous collectons de données, plus c'est étrange. Laissez-moi vous dire ce qui se passe en ce moment. Parce que ce qui s'est déroulé au cours des derniers jours a changé tout ce que nous pensons comprendre à propos de ce visiteur. Alors que 3 Atlas s'approchait du périhélie, sa rencontre la plus proche avec notre Soleil, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La luminosité de la comète n'a pas simplement augmenté graduellement comme prévu. Elle a explosé. La luminosité a augmenté à 2 fois le taux auquel elle augmentait auparavant. 2 fois plus vite. Les astronomes Chi-Chang Zhang de l'observatoire Lel et Carl Battams du laboratoire de recherche navale américain ont documenté ce phénomène en temps réel et ils n'avaient aucune explication immédiate pour ce qu'ils observaient. Pensez à cela un moment. Cet objet voyage dans l'espace interstellaire depuis ce qui pourrait être des milliards d'années. Il a traversé des environnements que nous pouvons à peine imaginer. Et maintenant, alors qu'il se rapproche de notre Soleil, il devient soudainement beaucoup plus actif que ce que n'importe quel modèle n'avait prédit. Pourquoi ? L'analyse spectrale a révélé quelque chose de fascinant. La lumière de la comète est devenue plus bleue que le spectre du Soleil lui-même. Ce décalage vers le bleu indique la présence de molécules de carbone, spécifiquement les composés C2 et amidogène NH2. Ce sont des signatures de sublimation active de glace. Mais voici ce qui rend cela troublant. Les observations radio ont détecté que seulement 2 semaines avant le périhélie, 3I Atlas perdait approximativement 5,7 fois 10 à la puissance 28 molécules d'eau par seconde. C'est 40 fois plus qu'elle ne perdait seulement un mois plus tôt. 40 fois plus d'eau se déversant dans l'espace. Comme l'a décrit un scientifique, c'est comme un tuyau d'incendie à pleine puissance. Maintenant, vous pourriez penser que c'est un comportement normal de comète. Les comètes se réchauffent près du Soleil, la glace se transforme en gaz, elles deviennent plus brillantes. La physique standard. Sauf que Triatlas ne suit pas la physique standard. Le taux de changement est mauvais, le timing est mauvais, et ce que nous voyons ne correspond pas à ce que nous savons sur les comètes de notre propre système solaire. C'est là que ça devient intéressant. Les télescopes spatiaux, SOHO, Stéréo A, et le nouveau satellite GOES-19, tous équipés de coronographes qui peuvent observer les objets proches du Soleil, ont capturé des images de 3A Atlas pendant cette période critique. Et ce qu'ils ont vu était inhabituel. La comète apparaissait comme une tache faible mais notablement allongée. Mais voici ce qui est étrange. Elle n'avait pas de queue de poussière visible. Aucune. Juste cette lueur étirée, sans la traînée de poussière caractéristique que les comètes produisent normalement. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, certains scientifiques ont proposé que initialement du gaz dioxyde de carbone s'échappait de la comète à une distance d'environ 3 unités astronomiques. Ce CO2 aurait refroidi la surface du noyau, agissant essentiellement comme une couche protectrice qui empêchait l'eau de se sublimer. Mais ensuite, quelque chose a changé. Cette couche protectrice s'est épuisée et quand elle l'a fait, la glace d'eau en dessous a soudainement été exposée au rayonnement solaire direct. Le résultat, une augmentation explosive de la luminosité et de l'activité. Mais il y a une autre possibilité, et c'est là que les choses deviennent inconfortables pour certains chercheurs. La composition du noyau de Triatlas pourrait être fondamentalement différente de tout ce que nous avons vu auparavant. Rappelez-vous, cet objet ne s'est pas formé dans notre système solaire. Il s'est formé autour d'une étoile différente, dans un environnement stellaire différent, avec des conditions chimiques différentes. Et si sa structure interne n'était rien comme les comètes que nous connaissons ? Et s'il y avait quelque chose à l'intérieur de ce noyau que nous ne comprenons pas encore ? Le télescope spatial James Webb a observé 3I Atlas, et ce qu'il a trouvé ajoute une autre couche à ce mystère. Le spectrographe infrarouge proche de Webb a révélé que cette comète a été transformée par des milliards d'années de bombardement par les rayons cosmiques. Nous parlons de rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie qui imprègnent l'espace interstellaire, frappant continuellement la surface de la comète pendant des éons. Selon la recherche dirigée par Romain Maggiolo de l'Institut royal belge pour l'aéronomie spatiale, ces rayons cosmiques ont fondamentalement altéré la structure physique et chimique de 3I Atlas. Les simulations informatiques suggèrent que les rayons cosmiques ont pénétré approximativement 50 à 65 pieds dans la surface de la comète,
créant ce que les scientifiques appellent une croûte profondément irradiée. Cette croûte ne ressemble plus aux matériaux pristines du système stellaire d'origine de la comète. Elle a été cuite par les radiations pendant si longtemps qu'elle est devenue quelque chose d'entièrement différent. Voici le changement de paradigme. Les scientifiques espéraient que les objets interstellaires comme 3 Atlas nous donneraient une fenêtre sur d'autres systèmes stellaires que nous pourrions analyser ces visiteurs et apprendre quelles sont les conditions autour des étoiles lointaines. Mais si Maggiolo a raison, ce que nous regardons n'est pas un échantillon pristine d'un autre système stellaire. C'est une coquille lourdement modifiée, traitée par les radiations, qui a été fondamentalement changée par son voyage à travers l'espace interstellaire. Maggiolo a dit quelque chose qui devrait nous faire tous réfléchir. Il a dit que 3 Atlas est maintenant un produit de son voyage interstellaire plutôt que d'où il vient, du moins à l'extérieur. Ce qui soulève une question évidente. Qu'y a-t-il sous cette croûte irradiée ? Qu'est-ce qui est caché dans le cœur de cet objet qui pourrait encore être du matériau pristine de son système d'origine ? Et voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Le professeur Avilo, ancien président du département d'astronomie de Harvard, a formellement demandé à la NASA de publier toutes les données scientifiques sur 3 Atlas au public. Pourquoi ferait-il cela ? Qu'est-ce qu'il pense pourrait être dans ces données que la NASA n'a pas encore partagées ? Le comportement de 3 Atlas après le périhélie est maintenant au centre d'un examen intense. Les scientifiques admettent qu'ils ne savent pas ce qui se passera ensuite. La luminosité continuera-t-elle à augmenter ? S'évanouira-t-elle soudainement ? Jong et Battams ont noté dans leurs observations que l'évolution de la comète après le périhélie pourrait être tout aussi inhabituelle que l'éruption qui l'a précédée. Peut-être encore plus inhabituelle. Et cette incertitude est ce qui rend ce moment si critique. Nous observons en temps réel un objet provenant au-delà de notre système solaire, qui fait quelque chose que nous ne pouvons pas entièrement expliquer. Au périhélie, 3 Atlas a atteint une magnitude visuelle d'approximativement 9. C'est assez brillant pour être visible à travers de petits télescopes amateurs si vous saviez exactement où regarder. Mais voici la chose. Il était positionné si près du Soleil dans notre ciel que l'observer depuis la surface de la Terre était presque impossible pendant ce moment crucial. Nous avons dû compter sur les coronographes spatiaux pour voir ce qui se passait. Et ce qu'ils nous ont montré était un objet qui ne ressemblait à rien d'une comète typique. Les images ont révélé cette forme brillante allongée sans la queue de poussière attendue. Au lieu de cela, ce que nous voyons semble être principalement une émission de gaz. La lueur hydroxyle, la signature de la vapeur d'eau s'échappant de la comète, a été détectée par le télescope ultraviolet et optique Swift de la NASA. Mais l'absence de poussière visible, c'est anormal. Les comètes produisent de la poussière. C'est ce qui rend leur queue si spectaculaire. Alors où est la poussière de 3 Atlas ? Une possibilité est que la composition soit fondamentalement riche en glace avec très peu de matériaux solides pour produire de la poussière. Mais cela n'explique pas entièrement l'illumination explosive. Une autre possibilité, et c'est là que certains chercheurs deviennent mal à l'aise, est que la structure interne de l'objet soit contrairement à tout ce que nous avons classé auparavant. Maintenant parlons de ce que le télescope spatial James Webb a révélé, car c'est là que l'histoire prend un tournant dans un territoire qui remet en question nos hypothèses sur les objets interstellaires. Webb a observé 13 Atlas en août, avant le passage du périhélie. L'instrument spectrographe infrarouge proche a analysé la lumière provenant de la comète en examinant les longueurs d'onde spécifiques qui nous disent quelles molécules sont présentes. Les données ont confirmé quelque chose que les observations antérieures avaient laissé entendre. Cette comète est riche en dioxyde de carbone, inhabituellement riche. Mais plus important encore, l'analyse de Webb a révélé que les couches externes de cet objet ont été fondamentalement transformées par les radiations cosmiques. Voici ce que cela signifie. Dans notre système solaire, nous avons une bulle protectrice appelée l'héliosphère, créée par le vent solaire s'écoulant de notre Soleil. Cette héliosphère nous protège de la plupart des rayons cosmiques galactiques. Ces particules de haute énergie qui proviennent des explosions de supernovas et d'autres événements violents à travers la galaxie. Mais dans l'espace interstellaire, il n'y a pas de telle protection. Les objets dérivant entre les étoiles sont exposés à l'intensité complète du bombardement par les rayons cosmiques pendant des millions ou des milliards d'années. Les modèles informatiques développés par Maggiolo et son équipe, adaptés à partir d'études antérieures de nos comètes locales, ont simulé ce qui se passe à la glace et aux roches lorsqu'elles sont exposées aux rayons cosmiques pendant des périodes prolongées. La simulation a montré qu'après approximativement 1 milliard d'années de radiation, la transformation est complète. Les couches externes deviennent quelque chose de différent. Le monoxyde de carbone se convertit en dioxyde de carbone. La structure cristalline de la glace change, les liaisons chimiques se cassent et se reforment dans de nouvelles configurations. Le résultat est une croûte qui s'étend approximativement 50 à 65 pieds dans l'intérieur de la comète. Une coquille de matériaux traités par les radiations qui ne représente plus la composition originale du système de naissance de la comète. Et voici la partie troublante.
Nous ne savons pas à quel point cette croûte est vraiment épaisse. Nous ne savons pas si le chauffage solaire l'érodera pour révéler du matériau pristine en dessous, ou si l'objet entier a été transformé jusqu'au bout. Maggi a déclaré clairement que les scientifiques doivent tenir compte de ces processus de vieillissement lors de l'analyse de 3 Atlas. Vous ne pouvez pas simplement supposer que vous regardez un échantillon frais d'un autre système stellaire. Vous regardez quelque chose qui a été modifié par l'environnement hostile de l'espace profond. Mais il a aussi dit quelque chose d'encourageant. Il a dit que 3 Atlas reste très intéressant malgré cette complication. Car si nous pouvons comprendre comment la croûte de radiation s'est formée, et si nous pouvons comparer les observations d'avant le périhélie avec les observations d'après, quand l'érosion solaire pourrait avoir exposé des couches plus profondes, nous pourrions toujours être en mesure d'entrevoir la composition originale. C'est ce que les scientifiques attendent maintenant. La comète a passé le périhélie, elle s'éloigne du Soleil, et en novembre et décembre 2025, en ce moment, elle redeviendra visible depuis la Terre alors qu'elle continue sa trajectoire hors de notre système solaire. C'est notre fenêtre. C'est quand nous pourrions voir si le chauffage solaire a enlevé assez de cette croûte de radiation pour révéler ce qui se trouve en dessous. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Quelque chose qui ne s'inscrit pas bien dans le récit standard d'une comète étant une comète. Susanne Falsner, professeure au Zentrum Jülich-Forschung en Allemagne, a proposé quelque chose de radical sur les objets interstellaires comme 3 Atlas. Elle suggère que ces objets pourraient ne pas être simplement des débris cosmiques. Ils pourraient être les graines des planètes. Ces modèles informatiques montrent que les jeunes étoiles entourées de leurs disques de formation de planètes de gaz et de poussière pourraient capturer des millions d'objets interstellaires alors qu'ils dérivent à travers la galaxie. Et une fois capturés, ces objets, déjà des centaines de mètres de taille, pourraient servir de noyau autour duquel les planètes se développent. Cela résout un problème de longue date en sciences planétaires. Nous savons que les planètes se forment par accrétion, de petites particules s'agglomérant pour former des objets de plus en plus grands. Mais il y a une lacune dans notre compréhension. Les simulations informatiques montrent qu'une fois que les objets atteignent environ 1 mètre de taille, l'environnement chaotique d'un disque protoplanétaire devrait les faire entrer en collision et se fragmenter, plutôt que de s'agglomérer. Alors comment passez-vous de roches de la taille d'1 mètre à des mondes de la taille d'une planète? La réponse de Fner est simple. Vous ne commencez pas à partir de roches de la taille d'1 mètre. Vous commencez à partir d'objets interstellaires qui sont déjà assez grands pour attirer gravitationnellement la matière et commencer le processus de construction de planètes. L'espace interstellaire livre des graines toutes faites pour la prochaine génération de planètes. Et voici le coup de grâce. Ces modèles suggèrent que ce processus fonctionne particulièrement bien autour des étoiles massives, des étoiles plus grandes que notre Soleil, ce qui expliquerait pourquoi les planètes géantes gazeuses comme Jupiter se trouvent plus couramment autour des étoiles plus grandes, même si les disques de formation de planètes autour de ces étoiles ne durent qu'environ 2 millions d'années. Trop peu de temps pour que les théories traditionnelles de formation de planètes fonctionnent. Donc, quand vous regardez Triatlas, vous ne regardez pas seulement une comète. Vous regardez potentiellement le type d'objet qui aurait pu devenir une planète s'il avait été capturé par une jeune étoile il y a des milliards d'années. Vous regardez une pierre de construction de mondes qui n'ont jamais été construits. Et cela change entièrement le contexte de ce que nous observons. Mais revenons à ce qui se passe en ce moment, car l'aspect le plus intriguant de cette histoire n'est pas seulement ce que nous avons découvert, c'est ce que nous ne savons toujours pas. La trajectoire de 3 Atlas est inhabituelle. Elle voyage à plus de 130 000 miles par heure par rapport à notre système solaire, se déplaçant dans ce que les observateurs ont décrit comme un chemin inhabituellement plat et droit. Ce n'est pas la trajectoire courbe chaotique que vous attendriez d'un objet qui s'est formé dans notre système solaire et qui a été influencé par la gravité planétaire pendant des milliards d'années. C'est une trajectoire qui crie « Je viens de quelque part d'autre et je ne fais que passer ». Certaines estimations suggèrent que 3 Atlas pourrait avoir environ 7 à 12 milliards d'années. Cela le rendrait approximativement 3 milliards d'années plus ancien que notre système solaire entier. Pensez à cela. Cet objet existait avant que notre Soleil ne s'enflamme, avant que la Terre ne se forme, avant que n'importe laquelle des planètes que nous connaissons ne vienne à l'existence. Il voyage à travers la galaxie depuis une époque où la Voie lactée ressemblait complètement différemment à ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'a vu cet objet? Quels environnements a-t-il traversé? Quel système stellaire a-t-il dérivé dans l'obscurité? Jamais assez proche pour être capturé, mais assez proche pour être influencé par leur radiation, leur vent stellaire, leur quartier cosmique. Nous savons qu'il venait de quelque part à la frontière galactique, possiblement des régions externes de la Voie lactée primitive. Mais nous ne savons pas où il s'est formé, quelle étoile il a orbité, ou ce qui est arrivé à cette étoile.
Nous ne savons pas s'il a été éjecté d'un jeune système planétaire par les interactions gravitationnelles de géantes gazeuses en formation, ou s'il s'est simplement condensé dans l'espace entre les étoiles et a erré depuis. Ce que nous savons, c'est qu'en ce moment même, 3 atlas s'éloignent de notre Soleil, se dirigeant vers l'obscurité, et nous avons une fenêtre limitée pour recueillir autant de données que possible avant qu'il disparaisse de notre vue à jamais. Une fois qu'il partira, nous ne le reverrons jamais. C'est une opportunité unique. Et cela nous ramène à la demande d'Avi Loeb à la NASA. Le professeur Loeb a été vocal sur la nécessité de la transparence en ce qui concerne les objets interstellaires. Il a été l'une des voix principales appelant à une enquête scientifique sérieuse sur Oumuamua, le premier visiteur interstellaire confirmé, qui a traversé notre système en 2017. Loeb a suggéré à l'époque et maintient maintenant que nous ne devrions pas rejeter les possibilités inhabituelles lorsque confrontés à des données inhabituelles. Il a soutenu que la forme allongée d'Oumuamua, son accélération inattendue en quittant le système solaire et son manque d'activité cométaire visible étaient toutes des anomalies qui méritaient une enquête rigoureuse plutôt que des explications précipitées. Maintenant, avec 3 atlas, Loeb appelle la NASA à divulguer toutes les données scientifiques à la communauté de recherche plus large et au public. Son argument est simple. C'est un objet d'une importance scientifique extraordinaire. C'est seulement le 3e visiteur interstellaire confirmé que nous ayons jamais détecté. Les données recueillies par les instruments de la NASA, par le télescope Swift, par SOHO, Stereo et GOES-19 représentent la meilleure chance de l'humanité de comprendre ce que sont réellement les objets interstellaires. Ces données ne devraient pas être isolées. Elles devraient être disponibles pour une analyse indépendante par des chercheurs du monde entier. Mais il y a une question non dite sous-jacente à la demande de Loeb. Qu'exactement se trouve dans ces données ? Qu'a observé la NASA qui n'a pas été discuté publiquement ? Y a-t-il des mesures, des spectres ou des modèles de comportement qui ne s'intègrent pas facilement dans les communiqués de presse et les articles préliminaires ? La communauté scientifique est divisée sur la façon d'interpréter 3 atlas. Certains chercheurs sont à l'aise avec l'explication selon laquelle c'est simplement une comète avec une composition inhabituelle modifiée par le rayonnement cosmique, se comportant de manière que nous n'avons pas vue auparavant parce que nous n'avons jamais étudié une comète interstellaire d'aussi près. Ils pointent le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, les signatures moléculaires qui disent tous que c'est une comète, juste une bizarre. Mais d'autres sont moins certains. Ils pointent les anomalies, l'illumination explosive qui ne correspond pas au modèle, la queue de poussière manquante, la trajectoire parfaitement plate, la possibilité que sa structure interne soit fondamentalement différente de tout ce qui se trouve dans notre voisinage cosmique. Et ils demandent tranquillement dans les articles de recherche et les présentations de conférences qu'est-ce d'autre pourrait expliquer ces observations. Personne ne le dit ouvertement. Personne ne veut être le scientifique qui saute aux conclusions sans preuve. Mais les questions sont là, flottant dans l'air comme la propre queue brillante de la comète. Et si 3 atlas n'étaient pas entièrement naturels ? Et s'il y avait quelque chose dans sa composition, sa structure ou son comportement qui suggère que c'est plus qu'une simple boule de glace et de roche qui dérive dans l'espace depuis des milliards d'années ? Voici ce qui rend cette question si inconfortable. Nous n'avons aucun cadre pour y répondre. Toute notre compréhension scientifique des comètes, des astéroïdes et des objets interstellaires est basée sur des processus de formation naturels. Nous regardons les spectres, nous voyons du dioxyde de carbone et de l'eau, et nous pensons comète. Nous voyons une forme allongée et nous pensons fragment d'une collision planétaire. Nous voyons une trajectoire et nous calculons les interactions gravitationnelles avec d'autres systèmes stellaires. Mais et si les signatures que nous sommes formés à interpréter avaient plusieurs explications possibles ? Et si certaines des choses que nous voyons pouvaient être cohérentes avec des origines à la fois naturelles et artificielles ? Comment saurions-nous même la différence ? Il ne s'agit pas de déclarer que 3 atlas est autre chose que ce qu'il semble être. Il s'agit de reconnaître que notre taille d'échantillon pour les objets interstellaires est exactement 3. Oumuamua, Borisov et maintenant 3 atlas. 3 objets sur les milliards ou billions d'objets potentiels qui dérivent dans notre galaxie. Nous tirons des conclusions sur une classe entière de phénomènes cosmiques basés sur 3 exemples. Ce n'est pas de la science, c'est de l'observation préliminaire au mieux. Et chacun de ces 3 nous a présenté des surprises. Oumuamua a accéléré d'une manière qui ne pouvait pas être expliquée par le dégazage seul. Borisov était relativement normal, mais provenait d'un environnement stellaire différent avec des signatures chimiques différentes. Et maintenant, 3 atlas s'illuminent de manière explosive, perdant de l'eau à des taux sans précédent et remettant en question nos modèles de la façon dont les comètes irradiées devraient se comporter.
Peut-être que les trois sont simplement des objets naturels avec des propriétés inhabituelles. Peut-être que l'univers est bien plus diversifié que nous ne lui en avons donné crédit, et chaque visiteur interstellaire nous enseignera quelque chose de nouveau sur la variété des environnements et des processus de formation à travers la galaxie. C'est l'explication la plus simple, et elle est probablement correcte. Mais l'explosivité de l'illumination de trois atlas, le moment de celle-ci, la façon dont cela s'est produit juste au périhélie, cela continue de déranger certains chercheurs. Parce qu'il y a une différence entre inhabituel mais explicable et inhabituel d'une manière qui suggère quelque chose que nous n'avons pas considéré. Parlons de ce qui se passe ensuite, car l'histoire de trois atlas est loin d'être terminée. Alors que la comète s'éloigne du Soleil, elle restera observable jusqu'en novembre et décembre. Les astronomes du monde entier pointent leurs télescopes vers elle, recueillant des données spectroscopiques, mesurant sa luminosité, suivant tout changement dans son niveau d'activité. La question que tout le monde veut voir répondre est simple. L'activité diminuera-t-elle maintenant qu'elle s'éloigne du chauffage solaire, ou quelque chose d'autre se produira-t-il? Jiang et Battams ont spécifiquement noté que l'évolution post-périhélie pourrait être tout aussi inhabituelle que l'éruption pré-périhélie. Qu'ont-ils voulu dire par là? À quoi s'attendent-ils? Ou peut-être plus précisément, à quoi craignent-ils que quelque chose ne se produise? Une possibilité est que la comète s'estompe simplement comme prévu. Le chauffage solaire diminue, la sublimation ralentit, la luminosité baisse et trois atlas devient une petite tache sombre disparaissant progressivement dans l'obscurité. Ce serait le scénario normal. Une autre possibilité est que l'activité continue ou augmente même. S'il y a quelque chose à l'intérieur du noyau, un matériau volatile qui a maintenant été exposé par l'érosion des couches externes, il pourrait continuer à se dégazer même alors que la comète s'éloigne du Soleil. Cela nous dirait que la composition interne est radicalement différente de la surface. Mais il y a une troisième possibilité que personne ne veut dire à haute voix. Et si le comportement changeait d'une manière qui ne peut pas être expliquée par le chauffage solaire du tout? Et s'il y avait un modèle à l'activité qui suggère des processus internes plutôt que du chauffage externe? Qu'est-ce que cela signifierait? Les deux rovers Mars, Curiosity et Perseverance, ont en fait eu une opportunité unique d'observer trois atlas depuis leur point de vue sur la surface martienne. Leurs observations ont fourni une perspective différente, un angle de vue différent qui pourrait révéler des détails invisibles depuis la Terre. Les données de ces observations n'ont pas encore été entièrement divulguées. Qu'ont-ils vu? Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. La comète s'est rapprochée suffisamment du Soleil pour que le vent solaire, ce flux de particules chargées s'écoulant de notre étoile, interagisse directement avec sa chevelure, le nuage de gaz et de poussière entourant le noyau. Cette interaction crée des effets. Nous pouvons observer des instabilités de plasma, des distorsions du champ magnétique, l'accélération des particules, et ces effets peuvent nous dire quelque chose sur la composition et la structure de la comète d'une manière que la simple spectroscopie ne peut pas. La mission stéréo de la NASA, spécifiquement conçue pour étudier le Soleil et son influence sur l'environnement spatial, a capturé des images montrant trois atlas interagissant avec le vent solaire. Ces images ont révélé des structures dans la chevelure, des asymétries dans la distribution du gaz, des modèles qui suggèrent une dynamique complexe en jeu. Mais interpréter ces modèles nécessite de comprendre non seulement la physique cométaire, mais aussi la physique du plasma, la magnéto-hydrodynamique et l'environnement chaotique près du Soleil. C'est pourquoi l'appel de Loeb pour la transparence des données est important. Plus il y a d'yeux sur ces données, plus de perspectives apportées à l'examen, meilleures sont nos chances de comprendre ce qui se passe réellement. Peut-être qu'un groupe de recherche remarquera quelque chose qu'un autre groupe a manqué. Peut-être qu'une analyse indépendante révélera un modèle qui change l'interprétation entière. La science fonctionne mieux quand elle est ouverte, quand les données sont partagées, quand les observations inhabituelles sont rencontrées avec une analyse rigoureuse, plutôt qu'un rejet prématuré. Et 3 Atlas est assez inhabituel pour qu'il mérite ce niveau d'examen. Maintenant, abordons quelque chose qui a circulé dans les discussions en ligne et les forums d'astronomie amateurs. Certaines personnes ont noté que le moment de l'éruption de 3 Atlas coïncidant presque exactement avec le périhélie semble trop précis. Les processus naturels sont souvent désordonnés, chaotiques, avec des changements graduels plutôt que les transitions soudaines. Alors pourquoi la montée en luminosité s'est-elle produite exactement à ce moment? L'explication scientifique est qu'il y avait un effet de seuil. Alors que la comète se réchauffait, elle a atteint une température critique où le taux de sublimation a soudainement augmenté. La couche protectrice de dioxyde de carbone s'est épuisée à un point spécifique, et une fois qu'elle l'a fait, la glace d'eau en dessous a été exposée tout à la fois, conduisant à l'illumination rapide. C'est plausible, cela correspond à la physique connue, mais il y a une interprétation alternative que certains trouvent convaincante. Et si l'objet était conçu pour s'activer à une distance spécifique d'une étoile?
Et si l'éruption n'était pas causée par un chauffage passif, mais par un processus interne déclenché par la proximité de notre Soleil? Avant de rejeter cela comme de la science-fiction, considérez ceci. Nous avons déjà envoyé des sondes vers d'autres planètes qui s'activent à des moments spécifiques ou dans des conditions spécifiques. Nous avons construit des satellites qui se réveillent quand ils détectent le rayonnement solaire au-dessus de certains niveaux. Le concept d'un système déclenché par seuil n'est pas exotique, c'est de l'ingénierie de base. La question n'est pas si une telle chose est possible. La question est s'il y a des preuves que 3 Atlas est autre chose qu'un objet naturel. Et la réponse honnête est que nous n'avons pas encore assez de données pour exclure quoi que ce soit de manière concluante. Ce qui rend 3 Atlas particulièrement intrigant, c'est sa masse. Les estimations précoces suggèrent que cet objet a une masse d'environ 33 milliards de tonnes. C'est énorme pour une comète. La plupart des comètes que nous observons de notre propre système solaire sont beaucoup plus petites. Le noyau de la comète de Halley, pour comparaison, est estimé à environ 22 milliards de tonnes. Donc 3 Atlas est considérablement plus massif que l'une des comètes les plus célèbres de l'histoire humaine. Maintenant, la masse seule ne signifie rien d'inhabituel. Des objets plus grands existent partout dans le système solaire. Mais combinés avec les autres anomalies, la haute vélocité, le dégazage explosif, la trajectoire inhabituelle, cela ajoute un autre point de données à une liste croissante de choses qui rendent cet objet remarquable. Et puis il y a la vélocité. 130 000 miles par heure pourrait ne pas sembler extraordinaire en termes cosmiques, mais cela représente un état énergétique spécifique. Cet objet se déplace assez vite pour s'échapper non seulement de notre système solaire, mais pour voyager entre les systèmes stellaires sur des milliards d'années. Il a été en transit pendant si longtemps que l'étoile dont il provient pourrait ne plus exister. Cette étoile aurait pu évoluer hors de la séquence principale, se gonfler en géante rouge, perdre ses couches externes et s'effondrer en naine blanche, tout pendant que 3 Atlas erraient dans l'obscurité. Pensez à ce voyage, entre 7 et 12 milliards d'années. Si les estimations d'âge sont correctes, cet objet voyage depuis avant que la vie complexe n'existe sur Terre. Il a traversé des régions de l'espace que nous ne pouvons que théoriser. Il a survécu à des rencontres avec qui sait combien de systèmes stellaires, des perturbations gravitationnelles d'objets massifs, le rayonnement de sources que nous ne pouvons pas identifier, et il a émergé de tout cela intact, toujours cohérent, toujours reconnaissable, comme un objet discret plutôt qu'un nuage dispersé de débris. Cela en soi est remarquable. Le taux de survie pour les objets voyageant dans l'espace interstellaire sur des milliards d'années devrait être relativement faible. Les collisions avec d'autres objets, les perturbations gravitationnelles, les dommages causés par le rayonnement qui cause une défaillance structurelle, tout ceci sont des menaces. Pourtant, 3 Atlas est ici, apparemment intact, apparemment fonctionnant d'une manière qui suggère qu'il s'est maintenu ensemble de manière remarquable, malgré ses origines anciennes. La croûte irradiée que Webb a détectée pourrait en fait être une partie de la réponse. Cette couche de 50 à 65 pieds d'épaisseur de matériaux traités par le rayonnement pourrait agir comme une armure protectrice, protégeant l'intérieur des dommages supplémentaires, maintenant l'intégrité structurelle. C'est une coquille forgée par des milliards d'années d'impact de rayons cosmiques, plus dure et plus résistante que la glace vierge en dessous. En un sens, le voyage lui-même a rendu 3 Atlas plus durables. Et voici où cela devient intéressant du point de vue de l'ingénierie. Si vous conceviez une sonde pour voyager entre les systèmes stellaires, pour survivre à l'environnement hostile de l'espace interstellaire pendant des milliards d'années, que feriez-vous? Vous auriez besoin de protection contre le rayonnement. Vous auriez besoin d'une intégrité structurelle qui pourrait résister aux impacts de micrométéorites. Vous auriez besoin d'une conception qui pourrait gérer les variations de température extrêmes. Et vous voudriez probablement qu'elle soit principalement passive, ne nécessitant pas de système actif pour la majorité du voyage, ne s'activant que lorsqu'elle rencontre des conditions spécifiques. Une croûte irradiée remplirait bon nombre de ces fonctions. Elle protégerait l'intérieur, elle fournirait une résistance structurelle. Elle serait formée naturellement par l'environnement, ne nécessitant aucune maintenance active. Et s'il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui devait rester dormant jusqu'à être déclenché par la proximité d'une étoile, cette croûte le garderait en sécurité. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce que 3 Atlas est. Je dis que si vous regardez les caractéristiques que nous avons observées, l'âge, la masse, la croûte protectrice, l'activité déclenchée par seuil, vous regardez des propriétés qui seraient également cohérentes avec un objet conçu destiné à voyager entre les étoiles. Cela ne prouve rien, cela signifie simplement que nous devrions être minutieux dans notre analyse. C'est pourquoi la méthode scientifique existe. Vous ne commencez pas par des conclusions, vous recueillez des données, vous testez des hypothèses, vous cherchez des moyens de distinguer entre les explications concurrentes. Et en ce moment, nous avons besoin de plus de données.
Les observations qui arrivent au cours des prochaines semaines seront critiques. Si l'astéroïde 3 Atlas s'estompe de manière prévisible, si son comportement correspond aux modèles affinés des comètes irradiées influencées par le chauffage solaire, alors nous aurons une bonne explication naturelle pour tout ce que nous avons observé. Les anomalies s'expliqueront comme le résultat d'une composition inhabituelle, mais compréhensible, et d'un historique environnemental. Mais si le comportement continue de s'écarter des prédictions, s'il y a des modèles dans l'activité qui ne correspondent pas à la distance solaire, si les données spectroscopiques révèlent des compositions ou des structures qui remettent en question notre compréhension de la formation naturelle des comètes, alors nous devrons élargir notre espace d'hypothèses. Nous devrons envisager des possibilités qui semblent actuellement peu probables. Et c'est inconfortable pour de nombreux scientifiques, car une fois que vous commencez à envisager des hypothèses qui sortent du cadre conventionnel, vous vous exposez à des critiques, à des accusations de spéculation, à être étiqueté comme marginal ou sensationnaliste. Mais ce malaise ne devrait pas nous empêcher de suivre les données où qu'elles nous mènent. Lowe a été vocal à ce sujet. Il a soutenu à plusieurs reprises que la stigmatisation autour de la discussion des origines non naturelles pour les objets inhabituels est elle-même non scientifique. La science est censée être agnostique quant aux résultats. Vous proposez des hypothèses, vous les testez par rapport aux preuves, et vous suivez les résultats. Si une hypothèse d'origine artificielle peut être testée et réfutée, alors c'est une hypothèse scientifique valide, indépendamment de la gêne qu'elle cause aux gens. Le défi consiste à déterminer quelles observations distingueraient réellement les origines naturelles des origines artificielles. Qu'attendrions-nous de voir différemment ? Quelles mesures, quels modèles, quelles signatures seraient diagnostiques ? Pour une comète naturelle, nous attendrions que l'activité soit directement corrélée au chauffage solaire. Nous attendrions que la composition se situe dans les plages connues pour les glaces et les roches formées dans les disques protoplanétaires. Nous attendrions que les variations structurelles soient aléatoires, reflétant les processus d'accrétion chaotiques. Nous attendrions que la trajectoire montre de petites perturbations dues au dégazage qui correspondent à la direction et à l'intensité des jets observables. Pour quelque chose de conçu, nous pourrions nous attendre à des comportements de seuil précis, une activité qui s'active ou se désactive à des conditions spécifiques, plutôt que de changer progressivement. Nous pourrions nous attendre à des symétries inhabituelles dans la structure ou la composition. Nous pourrions nous attendre à des corrections de trajectoire qui ne peuvent pas être expliquées par le dégazage passif. Nous pourrions nous attendre à des émissions radio à des fréquences qui suggèrent une modulation plutôt que des processus plasma naturels. Avons-nous cherché ces choses ? Avons-nous mené les tests qui nous permettraient de distinguer entre ces possibilités ? C'est ce que LOE demande à la NASA de fournir des données. Laissez la communauté scientifique examiner tout. Laissez les chercheurs indépendants chercher des modèles. Laissez l'analyse être aussi complète que possible. Parce que voici la réalité. Nous vivons un moment d'importance cosmique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons la technologie pour détecter, suivre et analyser les objets d'autres systèmes stellaires. Nous pouvons pointer nos télescopes les plus avancés vers ces visiteurs et recueillir des données qui auraient été impossibles il y a seulement 20 ans. Le télescope spatial James Webb, lancé il y a seulement quelques années, nous donne des aperçus de la composition et de la structure des objets à une résolution sans précédent. Notre réseau d'observatoires spatiaux fournit une surveillance continue que les télescopes terrestres seuls ne pourraient jamais réaliser. C'est l'âge d'or de la recherche sur les objets interstellaires, mais c'est aussi une fenêtre brève. Ces objets passent rapidement. 3 Atlas disparaîtra dans quelques mois, disparaissant dans le vaste vide entre les étoiles, et nous ne verrons peut-être pas un autre visiteur interstellaire pendant des années ou des décennies. Chacun est précieux. Chacun est une opportunité que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller. Et c'est pourquoi l'augmentation explosive de la luminosité est importante. C'est pourquoi l'absence de queue de poussière est importante. C'est pourquoi la croûte de rayonnement est importante. C'est pourquoi chaque anomalie, chaque comportement inattendu, chaque écart par rapport à nos modèles mérite une attention sérieuse. Parce que nous n'étudions pas seulement une comète. Nous recueillons des données qui pourraient remodeler notre compréhension de ce qui existe dans l'espace interstellaire. Pensez aux implications si l'espace interstellaire est rempli d'objets comme 3 Atlas. Des milliards et des milliards d'entre eux à la dérive entre les étoiles, portant en eux les signatures chimiques de systèmes stellaires lointains, portant peut-être même les éléments constitutifs de planètes encore à former. La galaxie devient un vaste océan de potentiel, de matières premières en mouvement constant, se redistribuant constamment sur des années-lumière. Mais pensez aux implications si même une petite fraction de ces objets est quelque chose d'autre. Si parmi les innombrables comètes et astéroïdes naturels errant dans l'obscurité, il y a aussi des artefacts, des sondes, des constructions envoyées par des civilisations qui existaient il y a des millions ou des milliards d'années. Qu'est-ce que cela signifierait pour notre compréhension de l'intelligence dans l'univers ? Qu'est-ce que cela signifierait pour notre place dans l'histoire cosmique ? Nous avons cherché des signaux radio des étoiles, nous avons cherché des impulsions laser,
des structures artificielles autour de soleils lointains, tout signe que nous ne sommes pas seuls dans cet univers vaste. Mais peut-être que nous avons cherché au mauvais endroit. Peut-être que la preuve n'est pas là-bas parmi les étoiles. Peut-être qu'elle est ici, passant par notre propre système solaire, déguisée en objets naturels, parce que c'est exactement de quoi ils sont faits. Les sondes interstellaires ne ressembleraient pas à des vaisseaux spatiaux de la science-fiction. Elles ressembleraient à des roches, à de la glace, à des comètes. Elles se fondraient. Et la seule façon de connaître la différence est par une analyse minutieuse et détaillée de leur comportement et de leur composition. Ce qui nous ramène aux données, ce qui nous ramène à la transparence, ce qui nous ramène à la question fondamentale de savoir si nous sommes aussi minutieux que nous devrions l'être dans l'investigation de ces objets. Les prochaines semaines nous en diront beaucoup. Alors que 3 atlas s'éloignent du Soleil, alors que nous continuons à surveiller sa luminosité, son spectre, sa trajectoire, nous recueillerons plus de pièces du puzzle. Peut-être que ces pièces s'assembleront en une image claire d'une comète inhabituelle mais entièrement naturelle. Peut-être qu'elles révéleront des modèles qui remettent en question notre compréhension actuelle et nous forceront à élargir nos théories. Ou peut-être, juste peut-être, qu'elles nous montreront quelque chose que nous n'attendions pas. Quelque chose qui nous fait remettre en question nos hypothèses sur ce qui est possible, sur ce qui existe là-bas dans l'obscurité, sur le fait de savoir si nous sommes aussi seuls que nous l'avons toujours cru. Une chose est certaine, nous regardons. En ce moment, à cet instant, les télescopes du monde entier et dans l'espace sont pointés vers 3 atlas. Les scientifiques analysent les spectres, calculent les trajectoires, modélisent les structures internes. Les astronomes amateurs partagent les observations, comparent les notes, contribuent à un effort mondial pour comprendre ce visiteur. Les données s'accumulent, l'image devient plus claire. Et quoi que nous découvrions, quelle que soit la réponse, cela changera quelque chose dans la façon dont nous voyons l'univers. Parce que chaque objet interstellaire nous enseigne quelque chose de nouveau. Chaque visiteur de l'obscurité apporte avec lui des informations que nous ne pourrions obtenir d'aucune autre manière. Chaque anomalie est une opportunité d'affiner nos théories, de tester nos hypothèses, de repousser les limites de ce que nous savons. 3 atlas venaient de quelque part. Il a voyagé pendant des milliards d'années pour nous atteindre. Il a survécu à des conditions que nous pouvons à peine imaginer. Et maintenant, pour un bref moment dans le temps cosmique, il est ici. Assez proche pour que nous l'étudions, assez proche pour que nous en apprenions. Il fonctionne de manière que nous n'avions pas prédite, se comportant de manière que nos modèles remettent en question, révélant des propriétés qui nous forcent à réfléchir plus attentivement à ce que les objets interstellaires sont vraiment. La question n'est pas de savoir si 3 atlas est étrange. C'est clairement le cas. La question est ce que cette étrangeté signifie. Est-ce l'étrangeté d'un univers naturel plus diversifié et complexe que nous ne lui en avons donné crédit ? Ou est-ce l'étrangeté de quelque chose d'autre ? Quelque chose qui nous fait reconsidérer les hypothèses fondamentales sur notre place dans la galaxie. Le temps le dira, les données le diront. Et c'est pourquoi nous avons besoin de tout cela. C'est pourquoi la transparence est importante. C'est pourquoi la demande de l'eau à la NASA est importante indépendamment de ce que la réponse finale s'avère être. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas seulement une question d'un objet passant par notre système solaire. C'est une question de la façon dont nous abordons l'inconnu. C'est une question de savoir si nous sommes assez courageux pour suivre les preuves où qu'elles nous mènent, même si cela nous mène à des endroits inconfortables. C'est une question de savoir si nous sommes disposés à poser des questions difficiles et à accepter des réponses incertaines. 3 atlas est toujours là-bas, s'éloignant de nous à plus de 100 000 miles par heure, portant ses secrets dans l'obscurité. Mais pour l'instant, pendant ces semaines précieuses, tant qu'il est encore visible, nous avons une chance d'apprendre, d'observer, de remettre en question, de nous demander, et peut-être, juste peut-être, de découvrir quelque chose qui change tout. Le visiteur interstellaire est arrivé, a effectué son affichage inattendu et s'en va maintenant. Ce qu'il laisse derrière lui, ce sont des questions importantes, des questions qui méritent des réponses. L'univers nous parle par ses objets. Écoutons-nous assez attentivement pour entendre ce qu'il dit ?